RDC, les Wazalendo infligent une lourde défaite au M23 dans le Massissi. À l'aube de ce vendredi 7 novembre 2025, les montagnes du Massissi ont tremblé sous le fracas des armes. Dans une embuscade éclair, les patriotes Wazalendo ont neutralisé une dizaine de combattants du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Une opération chirurgicale menée à Nzita, symbole d'une résistance populaire qui refuse la balkanisation du Congo. Africa Flashes revient sur cette journée décisive, entre tensions sur les lignes de front, héroïsme des résistants et frémissements diplomatiques à Kinshasa. Chers auditeurs d'Africa Flash, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, où le front du Massissi s'embrase à nouveau. Les combats se sont intensifiés ce vendredi 7 novembre 2025, marquant une nouvelle phase dans cette guerre hybride qui oppose les forces patriotiques congolaises aux rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise. Le terrain de Nzita, dans la chefferie de Baoundé, a été le théâtre d'une opération fulgurante menée par les Wazalendo du mouvement Pareko Tokuru, dirigé par le général autoproclamé James. Selon les premières informations confirmées par le porte-parole du mouvement, au moins 10 combattants ennemis ont été neutralisés au cours de cette embuscade, tandis que d'autres ont pris la fuite, abandonnant armes et matériel sur place. Tout a commencé peu avant l'aube, vers 5 heures du matin. Dans la fraîcheur humide des collines du Massissi, les Wazalendo, postés en observation depuis plusieurs jours, ont détecté une colonne du M23 revenant d'une gare logistique dans la zone de Doha. Informés par leurs éclaireurs, les résistants ont tendu une embuscade d'une précision redoutable. Les premières rafales ont déchiré le silence, ciblant la tête du convoi ennemi. Pris de panique, les éléments du M23 ont tenté de se regrouper, mais la riposte des patriotes, coordonnée depuis les hauteurs, a rapidement brisé leur ligne. 6 rebelles sont tombés sur le coup, 4 autres dans la poursuite. 2 seulement auraient réussi à s'échapper vers la forêt de Zita, blessés et désorientés. Cette opération démontre la capacité tactique croissante des forces locales à s'adapter, à se coordonner et à exploiter la connaissance du terrain face à une armée étrangère lourdement équipée. Au-delà des chiffres, cet épisode illustre la détermination intacte de la résistance congolaise. Dans le Massissi, le combat n'est plus seulement une affaire militaire, c'est un combat d'identité, une guerre existentielle contre une tentative de recolonisation déguisée. Les Wazalendo, composés d'anciens militaires, de jeunes volontaires et de populations locales, symbolisent une nouvelle génération de défenseurs, décidés à préserver la souveraineté nationale. Leurs actions, souvent spontanées, mais de plus en plus coordonnées avec les FARDC, redonnent espoir à des milliers de familles traumatisées par des années d'occupation, de déplacement et de violence. Mais pendant que le Massissi brûle, d'autres foyers s'allument au sud Kivu. À Kafufula, dans le territoire de Kalehe, des détonations d'armes lourdes et légères ont retenti dès 8h10 du matin. Selon les informations recueillies par Africa Flashes, les affrontements opposent les patriotes du mouvement MC, dirigés par le général Mike Aguma, aux combattants du M23 venus du centre de Lumbishi. La bataille est rude. Les rebelles ont tenté de percer les lignes des Wazalendo par des attaques coordonnées, espérant reprendre le contrôle de certains axes stratégiques reliant Lumbishi à Tambombo dans le groupement Ziralo. Nos sources sur place rapportent que la résistance tient bon, malgré la puissance de feu de l'ennemi. Le son des mitrailleuses et des mortiers rythme désormais le quotidien.
de ces villages encerclés, où les civils cherchent refuge dans les forêts avoisinantes. Plus au sud, dans le territoire de Walungu, un autre front s'embrase autour d'Inzibira, un centre stratégique situé à quelques kilomètres de Birava. Là encore, les forces loyalistes, appuyées par les Wazalendo, ont infligé de lourdes pertes à l'ennemi. Plusieurs armes de type 12,7 appartenant aux troupes rwandaises ont été récupérées par les FARDC, preuve que les combats de jeudi ont tourné à l'avantage du camp congolais. Ces victoires locales, bien que partielles, dessinent une tendance. Le rapport de force change progressivement. L'armée congolaise, jadis critiquée pour son manque de coordination, semble aujourd'hui bénéficier de l'appui d'une population mobilisée et d'une résistance déterminée à combattre jusqu'au bout. Et ce n'est pas tout. Dans le territoire de Walikale, les combats se poursuivent sans relâche. À Busurunji, dans le groupement Wallowa, plusieurs éléments du M23 ont choisi de déposer les armes. 3 d'entre eux se sont rendus cette semaine aux autorités congolaises, dans un contexte de démoralisation croissante au sein de la coalition rebelle. Ces redditions successives confirment ce que plusieurs observateurs redoutaient à Kigali. Le mythe de l'invincibilité du M23 s'effrite face à la persévérance congolaise. Chaque jour, des désertions, des divisions internes et des pertes sur le terrain viennent fragiliser ce mouvement qui, malgré le soutien massif de l'armée rwandaise, peine désormais à conserver son emprise sur certaines zones. Ce regain de résistance s'explique aussi par un facteur psychologique. La population a compris que la survie du Congo dépend de sa mobilisation collective. Dans les villages, les chants patriotiques résonnent à nouveau. Les jeunes, les femmes, les anciens se relaient pour soutenir les combattants, apporter des vivres, soigner les blessés ou recueillir les déplacés. C'est un peuple debout, soudé autour d'une même conviction. Le Congo ne sera pas divisé. La guerre qui ravage l'Est n'est plus perçue comme un conflit périphérique, mais comme le cœur même de la bataille pour l'indépendance véritable du pays. Pourtant, malgré ces avancées, la situation reste fragile. Les lignes de front s'étendent sur des centaines de kilomètres, de Doha à Ziralo, de Birava à Wallowa. Chaque victoire coûte cher en vies humaines, chaque embuscade réussie est suivie de représailles. Le M23, soutenu par des instructeurs étrangers et un arsenal sophistiqué, continue d'utiliser des tactiques de guérilla, alternant attaques éclairs et retraits stratégiques. Leur objectif, épuiser la résistance, fragmenter les zones de défense et imposer un statu quo territorial favorable à Kigali. Mais cette fois, le pari semble perdu d'avance. Car en face, les Wazalendo ne se battent pas pour un salaire, mais pour leur dignité, leur terre, leur avenir. Pendant que le front militaire se durcit, Kinshasa, de son côté, reste en état d'alerte diplomatique. Ce vendredi, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, a pris la parole dans un ton inhabituellement personnel. Dans une déclaration publiée sur son compte X, elle a affirmé « J'assume pleinement ma responsabilité de protéger mon enfant ». Ces mots, simples mais puissants, font écho à une campagne de dénigrement dont elle et sa famille ont été victimes. Mais au-delà de sa personne, Madame Kayikwamba a voulu donner à cette réponse une portée symbolique, celle du combat de toutes les femmes congolaises contre les violences, qu'elles soient physiques, verbales ou morales. Elle a annoncé des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces attaques, soulignant que le respect de la dignité féminine est aussi un pilier de la reconstruction nationale. Ce geste de fermeté résonne fortement dans un pays où les femmes, souvent en première ligne des tragédies de guerre, demeurent aussi les piliers de la résilience collective. Dans les marchés, les écoles, les hôpitaux, dans les zones libérées,
comme dans celles encore disputées, elles incarnent la continuité du Congo vivant. L'acte de Madame Kayikwamba est ainsi perçu non pas comme une simple réaction personnelle, mais comme une déclaration politique, une affirmation de courage dans un environnement où la désinformation et la haine numérique sont devenues des armes aussi destructrices que les balles. Sur le terrain, pendant ce temps, les combats continuent. Les nouvelles qui remontent du Nord Kivu et du Sud Kivu confirment l'extension des affrontements. Le front de Kafufula, à Kalehe, reste actif. Les observateurs locaux décrivent des colonnes de fumée montant des collines, des familles fuyant vers les vallées et des unités mixtes, FARDC, Wazalendo, resserrant leur position autour des points stratégiques. L'armée congolaise, consciente du moment historique, semble déterminée à empêcher toute avancée ennemie supplémentaire. Les prochaines semaines s'annoncent décisives. Les services de renseignement rapportent une intensification des mouvements logistiques du côté rwandais, ce qui laisse craindre une nouvelle tentative d'offensive coordonnée. Mais, à Kinshasa, l'état-major reste confiant. L'esprit de résistance qui souffle à Nzita, à Inzibira, à Wallowa et ailleurs donne à l'armée nationale une profondeur stratégique que l'ennemi sous-estime depuis trop longtemps. Chers auditeurs d'Africa Flashes, au-delà des lignes de front, c'est tout un pays qui vit au rythme du courage et de la dignité. Chaque victoire arrachée dans la boue des collines, chaque parole de vérité prononcée à Kinshasa, chaque mère qui protège son enfant, chaque patriote qui se dresse face à l'injustice, tisse la trame d'un Congo nouveau. Le sang versé n'est pas en vain. Il est la promesse d'un avenir reconquis, d'un État plus fort, plus juste, plus souverain. Ici, sur Africa Flashes, nous continuerons à suivre pour vous cette lutte, non pas seulement pour informer, mais pour témoigner. Témoigner de la bravoure, de la souffrance, mais surtout de l'espérance. Car au bout de la nuit du Massissi, dans les échos des armes de Nzita, brille déjà la lumière d'une victoire qui ne sera pas seulement militaire, mais morale et nationale. Merci à tous nos auditeurs pour leur fidélité et leur soutien constant. Continuez à suivre Africa Flashes sur toutes nos plateformes pour des mises à jour exclusives, des analyses rigoureuses et des témoignages du terrain. Ensemble, faisons vivre la vérité du Congo, celle d'un peuple debout face à l'histoire. Le séminaire de pédagogie universitaire a regroupé le personnel scientifique de l'enseignement supérieur et universitaire venu du Grand Kasaï, du Lualaba, de l'Omami, du Katanga, du Tanganyika et du Haut-Katanga. Pédagogie universitaire et la recherche à l'ère de l'intelligence artificielle, thème retenu à ces séminaires organisés par l'Université de Lubumbashi. Plus de 5 sous-thèmes ont été décortiqués par d'éminents professeurs des universités, au bénéfice des assistants et chefs des travaux pour une pratique pédagogique responsable. Le président de la conférence des chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire du Haut-Katanga, le recteur de l'INULU, le professeur ordinaire Kishiba Afitoula précise. Je souhaite que vous soyez ouverts aux données et aux possibilités d'ouverture de notre université sur d'autres universités. Et donc soyez curieux, il est possible qu'à partir de ce créneau, vous débouchez sur des résultats qui plaisent à un avenir radieux comme scientifique, comme chercheur, comme enseignant. Plus que jamais, les universités de la RDC sont ouvertes au monde. Prenez votre part dans cet espace d'ouverture. Cette rencontre scientifique a eu lieu en présence des membres du comité de gestion de l'INULU et des délégués de la ministre de tutelle.
Et parlons à présent de cette conférence de haut niveau sur le 20 ans de l'évolution du secteur financier en République démocratique du Congo qui s'est tenue hier mercredi à Kinshasa, en présence du directeur de cabinet adjoint du ministre d'État en charge du plan. Les détails avec Malou Mbela. Au cours de cet échange de haut niveau autour des 20 ans d'évolution du secteur financier de la RDC, les experts dans la finance et la digitalisation des services ont passé au peigne fin les avancées significatives dans le secteur. Les interventions des uns et des autres ont démontré que le secteur financier en République démocratique du Congo joue un rôle prépondérant et important sur la performance économique. 20 ans après, il a le vent en poupe, malgré qu'il y a encore des défis majeurs à relever pour atteindre l'inclusion financière, comme le souhaite le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons mené cette étude pour tirer des leçons afin de mieux projeter les 20 prochaines années. Et cette étude a permis au FPM aujourd'hui de noter premièrement qu'il y a la digitalisation qui a joué un rôle majeur pour améliorer les taux d'inclusion financière. Au-delà de ça, il y a toujours des barrières structurelles, notamment l'absence de pièces d'identité pour avoir des KYC alignés aux meilleurs standards. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, l'absence de crédit bureau, de centrales de crédit pour s'assurer de suivre le surendettement des entrepreneurs. Et aussi, on a noté la concentration des activités financières dans l'ensemble du pays, comparé à d'autres provinces, comparé à d'autres villes. Avec 17 ans d'expérience dans le secteur financier dans son parcours, Patrick Congo, DG du FPM, a acquis une expérience redoutable qu'il a partagée aux côtés de ses pairs. Le livre blanc du FPM, qui contient toutes les priorités stratégiques, démontre qu'un cadre réglementaire s'impose pour accélérer l'inclusion financière. La représentante du ministre d'État en charge du plan à ces forums, Mme Nina Massangou, a évoqué les efforts du gouvernement. Et ce qu'il est important de retenir, c'est la nécessité pour le ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement, notamment dans le cadre des travaux de revue du plan national stratégique de développement et de mise en place d'un cadre de financement intégré de ce développement-là, qui est d'ailleurs une des recommandations de l'étude. Parlons justice avec le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, qui a signé un partenariat judiciaire avec la procureure fédérale belge Anne Francer pour la lutte contre la délinquance financière. Cédric Enina, Yvette Makuntima et Fiston Mavignana. Des retours d'une mission officielle en Chine, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a reçu une délégation de magistrats belges conduite par Anne Fransen, procureure fédérale du Royaume de Belgique. Au cœur de cette rencontre, le renforcement de la coopération judiciaire entre la RDC et la Belgique. Gouvernance financière, lutte contre la corruption, audit des institutions publiques. Ces échanges ont été riches et stratégiques. Donc nous avons longuement discuté, échangé beaucoup d'informations et dans un deuxième temps, nous avons discuté des dossiers concrets. C'est-à-dire nous avons parcouru un ensemble de dossiers pour discuter par dossier la meilleure piste à suivre au niveau de la continuation d'enquête. Et ça dans les deux sens. Il ne s'agit pas uniquement de dossiers du parquet fédéral en Belgique ou de procureurs locaux en Belgique. Il s'agissait aussi de discuter comment nous, au niveau de la coopération internationale, on peut aider les autorités judiciaires ici dans votre pays. Les deux parties ont salué la convergence de vues sur la nécessité de mettre en place des mécanismes modernes de prévention et de répression des infractions économiques et financières. Des actions conjointes sont envisagées, formation spécialisée, échange d'experts et harmonisation de bonnes pratiques judiciaires. Un partenariat qui s'annonce donc prometteur. Et parlons à présent de l'évolution de ce projet de chemin de fer Tanzanie-RDC-Burundi avec Robert Ndaïtissé.
Le projet conjoint des chemins de fer électrifiés à écartement standard Tanzanie-Burundi-RDC est en phase 3. Une belle initiative des 3 chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC, Évariste Ndayishimiye du Burundi et Samia Suluhu de la Tanzanie pour renforcer les infrastructures de transport en Afrique de l'Est. En Tanzanie, ce projet est une réalité. À Kindu, les experts du Burundi et de la République démocratique du Congo sont en mission d'évaluation pour finaliser les 6 rapports pour des études de faisabilité dont le coût est estimé à 3,814,424,000 $ américains. La construction de ce chemin de fer est saluée par la population et les opérateurs économiques du Maniema car elle améliorera l'accès au marché et facilitera les commerces entre les 3 pays. Le souhait, c'est que le projet soit réalisé parce que cela aidera le développement de la province du Maniema. Dans son intervention ce mardi 4 novembre 2025, lors de la 2e conférence sur le mine, le secrétaire exécutif du corridor central, Maître Flori Okandio, est revenu largement sur les défis et les opportunités liées à ce projet régional. Le paiement de la totalité de sa cotisation pour ce projet témoigne l'engagement de la République démocratique du Congo et du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de voir aboutir cet ambitieux projet. Nous devons féliciter et remercier son Excellence Monsieur le Président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a ordonné le paiement de la totalité des cotisations de la RDC. Maître Flori Okandio a évoqué les retombées potentielles de ce projet sur les économies des 2 pays, le Burundi et la République démocratique du Congo. Avant de quitter Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, les consultants et les experts de 2 pays mettent la dernière main sur le rapport à présenter lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres. Et l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration ouvre une station provinciale à Lubumbashi, renforçant ainsi sa coordination dans le Haut-Katanga. Gaëtan Magalano. Un mausolée pour perpétuer la mémoire d'un homme d'État exemplaire. 4 ans après sa disparition, le souvenir d'Henri Kitenge Yesu demeure vivace dans le cœur et les esprits. À la nécropole, entre terre et ciel, un mausolée surmonté d'un buste a été inauguré en son honneur en présence de sa famille et de plusieurs personnalités politiques. Figure respectée de la République, ce grand serviteur de l'État était connu pour sa sagesse, sa loyauté et son inlassable engagement pour la paix et l'unité nationale. Au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le coordonnateur général des forces politiques alliées de l'IDPS, Élisée Bokoumwana, a salué la mémoire d'un modèle d'intégrité et bâtisseur de paix. En ces jours, ici, envie de pouvoir honorer celui qui a été l'icône, celui qui a été un repère pour les FPAI, celui qui a été un père. La famille, par la voix de Patrick Kitenge, a exprimé sa reconnaissance envers le chef de l'État et les organisateurs pour cet hommage empreint de solennité. À travers cette initiative des FPAU, c'est l'héritage d'un homme d'État visionnaire, ancien haut représentant et envoyé spécial du chef de l'État qui est célébré. Son parcours restera une source d'inspiration pour les générations futures. Nadine Yango nous a rejoint sur ce plateau pour le fact-checking. Nadine, bonsoir. Bonsoir Sandra. Un seul sujet, la Banque centrale du Congo clarifie et les informations erronées et fallacieuses qui circulent sur les réseaux sociaux. Pas de baisse des recettes publiques, Nadine. Oui Sandra, les chiffres officiels sont sans équivoque et les graphiques dans le communiqué de l'Institut d'émission est éloquent. Selon les recettes publiques, les taux d'échange publiés à la Banque centrale du Congo en termes de milliards révèle qu'au mois d'octobre, 23 milliards à 727 des assignations de recettes publiques et des 22 milliards 82,4 et les taux de change du dollar en francs congolais est de 2247,9 pour un dollar américain. La Banque centrale du Congo invite donc les grands publics à se référer aux données réelles plutôt qu'à de rumeurs et spéculations relayées par des personnes ou médias dépourvus de toute base statistique. Justement, donc on va dire et préciser qu'il n'y a pas de baisse, il s'observe plutôt une plus-value des recettes publiques. Oui Sandra, l'appréciation du franc congolais constitue une évolution positive, bénéfique pour notre économie. Nadine.